Merci encore de l'accueil et de la qualité des exposés. Et pour faire la suite de ce que nous venons d'entendre et dont ici est faite la synthèse. Voici mon plan, très simple. Et je trouve que c'est bien de revenir de temps en temps aux fondamentaux. Donc, ça va avec la chose de ne pas être que technique. On a beaucoup parlé des indications quand même. On n'a pas parlé que de la technologie. Ça, c'est simple. La pronosupination. Ça, c'est simple, c'est connu. C'est l'axe de pronosupination, tête, centre de la tête radiale et centre de la tête ulnaire. Ce schéma est faux. Il est juste impossible. Et je vais essayer de vous en convaincre, d'abord par ce schéma de Kamina qui montre que l'encombrement qui serait nécessaire du radius qui tournerait autour d'un ulna fixe, totalement fixe, serait beaucoup trop important. Pour que ça fonctionne, il faut que l'ulna se translate dans le même temps. C'est un sujet qui est évité soigneusement parce que personne ne comprend bien comment ça se passe. Surtout que Kapanji, qui a été un génie de l'avant-bras, hein, vraiment, nous explique par ce schéma qui est quand même un petit peu obscur comment ça fonctionne. Donc j'ai essayé, voilà, de faire cette petite vidéo où vous avez vu la rotation, vous avez vu la tête ulnaire qui se translate dans ce mouvement tout simple de pronosupination. Vous avez vu l'ampleur de la translation, hein. Je peux le refaire éventuellement. Voilà, vous voyez à quel point la tête ulnaire bouge. Ça n'est pas que le radius qui entoure la tête ulnaire, les deux ont un mouvement, une sorte de jeu simultané. Si vous prenez un tournevis et vous voyez qu'on garde le mouvement de translation de la tête ulnaire, mais que la pointe du tournevis bouge, disons, assez peu. Ça ne peut pas être parfait parce qu'il y a la prise de vue, mais ça bouge assez peu, beaucoup moins en tout cas. Et si on veut être plus précis, on se met sur un point fixe et là, on voit qu'il y a bien une pronosupination, mais que la pointe du tournevis ne bouge plus du tout. Et si vous inclinez votre poignet, comme on peut le faire dans son garage ou sous sa voiture ou dans des circonstances mécaniques, eh bien, on a une autre pronosupination et on a une pointe du tournevis qui ne bouge pas, mais on voit que l'axe, la charnière, comme disait M. Capongi, de l'avant-bras, se trouve à distance de l'axe de pronosupination. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il y a un axe mécanique de l'avant-bras lui-même, qui est l'axe anatomique, et qu'il y a une infinité d'axes fonctionnels en réalité, puisque c'est la combinaison de l'avant-bras lui-même avec son axe mécanique et de tout ce qu'induit le poignet avec une direction et une extrémité du tournevis qui bouge assez peu. Ce qui fait que ce ligament triangulaire, ce TFCC dont j'ai parlé au tout début en grand détail, ce TFCC va avoir fort à faire quand même. Il va avoir une tâche incroyable par rapport à l'encadrement circulaire que va avoir la tête radiale. Donc, on a déjà dit qu'il était très vulnérable, mais là, on comprend qu'il ne travaille pas que dans un axe oblique qui est connu, il travaille dans une multitude d'axes, et c'est peut-être pour ça que le DARAC n'est pas une mauvaise opération. Quand nous allons au laboratoire d'anatomie avec le docteur Burnier et que nous disséquons ici, nous voyons que l'endroit de l'insertion, on appelle fovéale, hein, c'est juste parce que c'est la fovea, c'est l'insertion de la partie essentielle du TFCC, elle est toute petite. Elle est toute petite.
Il y a des auteurs étrangers, chinois, qui élargissent les footprints, ils appellent ça, pour donner plus de stabilité, mais c'est une erreur, car en réalité, comme le montre ce schéma, physiologiquement, la tête ulnaire doit être découverte et les ligaments postérieurs sont tendus en pronation et les ligaments antérieurs sont tendus en supination. Mais regardez il y a presque plus de contact articulaire dans les positions extrêmes. Donc on voit que la tâche de ce TFCC est tout à fait immense. On a déjà vu qu'il a une tâche d'absorbeur de choc, mais il a aussi une tâche de stabilisation qui est tout à fait difficile et qui peut être prise en défaut. Alors, après avoir rappelé ceci, pourquoi anatomie arthroscopique? Alors, eh bien, parce que ça, c'est très joli, ces coupes. Alors, je reconnais que je n'ai pas choisi les plus belles, hein, mais c'est variable d'ailleurs entre les radiologues, les cabinets de radiologie. La qualité est tout de même très variable. Et c'est une représentation bidimensionnelle de quelque chose qui est tridimensionnel. Et donc, forcément, euh, ça peut être très utile parfois, mais forcément, c'est limité. Surtout quand on compare à l'arthroscopie, et surtout quand on va le voir ensuite, et surtout quand on utilise l'arthroscopie sèche, car là, on a des images qui sont tout à fait extraordinaires qu'on va à nouveau partager. D'autre part, il est impossible de dessiner en 3 dimensions l'intégralité du TFCC. C'était impossible dans ce travail magnifique. Regardez la qualité de ces schémas. Il faut plusieurs schémas pour dessiner le TFCC. Vous avez besoin de plusieurs angles de vue. Alors ça, c'était 2017. C'est exactement pareil dans cet article de 2024 où le dessin est encore même un peu plus grossier. Et pourquoi? Mais forcément, c'est parce que c'est une boîte et on ne peut pas dessiner l'intérieur d'une boîte avec un seul schéma. Et puisqu'on ne peut pas dessiner l'intérieur d'une boîte avec un seul schéma, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer avec il faut entrer avec un télescope dans la boîte et regarder les parois de la boîte. Ces images sont d'un autre temps, ces abords de tête ulnaire sont d'un autre temps. Regardez tout ce qu'il a fallu sacrifier pour arriver à la FOVEA. Alors, pardonnez-moi, j'ai pensé que ça pouvait être utile d'avoir une petite imagerie de comment on fait, quoi, comment on fait. Voilà, on va faire 4 trous et vous avez ici la vision radiocarpienne avec les 2 abords radiocarpiens. On appelle ça 3, 4 et 6R par rapport au compartiment de ligament. Et avec ces 4 mini-incisions, et la qualité des arthroscopes et l'automatique washout, ça va nous donner des images extraordinaires, des images interprétables. Et voici, on entre dans la pièce. Vous avez ici un plancher qui est le TFCC, la partie disque du TFCC fibrocartilagineuse. À droite, puisque c'est un poignet droit, vous avez la paroi postérieure. En dedans, vous avez un trou qui est physiologique et qui va permettre le test de la stabilité du ligament. Et en avant, il y a la partie qui rejoint le TFCC et le carpe. Et partant de cela, nous nous sommes dit, si on a des qualités d'image extraordinaires, et si on décide que ça va être la référence pour analyser la pathologie, eh bien, il faut peut-être donner une description anatomique. Et en fait, elle n'existait pas. Cette description anatomique du TFCC arthroscopique n'existait pas. Et donc, nous avons proposé de la diviser en 3 parties. Et pardon pour les anglicismes, mais il faut que ce soit partagé. C'est le disque, les rênes et le mur qui est concave vers nous, qu'on a devant nous. On décrit la pièce en quelque sorte. Le disque, les rênes et le mur. Il y a une logique là-dedans.
Il y a une logique vasculaire. Alors pourquoi une logique vasculaire? Parce que le disque, il est fibrocartilagineux, c'est un ménisque, il est avasculaire, et donc ça ne sert à rien de le réparer, puisque ça va pas cicatriser. Les reines, pardon, les reines ont une logique fonctionnelle de stabilisation. On l'a vu, on vient de le voir en grand détail. Les reines ont une logique de stabilisation de l'ulna par rapport au radius, ou l'inverse. Les, le mur va avoir une logique de stabilisation du carpe par rapport à l'ulna. Et on connaît tous, pour ceux qui ont la culture de la polyarthrite rhumatoïde, les chutes du carpe médial lorsqu'il y a le syndrome de la tête ulnaire avec la luxation de ECU, la synovite, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, il y a une logique aussi de mécanique d'amortisseur dont nous avons déjà parlé. Donc, il y a beaucoup de logique dans cette division du TFCC en trois parties assez simples à mémoriser, le mur, les rênes et le disque. Et l'énorme chance que nous avons maintenant, c'est qu'on peut aller les voir directement. Je vous ai déjà montré l'abord par la voie 3-4, encore une fois, 3 compartiments 3 des extenseurs, compartiment 4, on passe entre les deux, il n'y a rien, ça c'est pas dangereux. On tourne vers la droite si c'est un poignet droit, et on est là. Et on sait également maintenant, grâce essentiellement à Toshi Nakamura du Japon, on sait aussi aller sous le TFCC, c'est-à-dire dans la RUD elle-même, et voir les choses du moment, et ça sera peut-être une question, qu'il n'y a pas un ulna plus trop marqué. Donc on sait faire. Ça a débouché sur un premier article, Marion, auquel Toshi Nakamura a bien voulu adhérer, car ça lui a semblé utile. Et puis, il n'y avait rien, ça n'existait pas, cette description arthroscopique, tout simplement anatomique. Bon, mais enfin, l'anatomie, c'est bien. Nous sommes ici convaincus que l'anatomie est importante, monsieur Lefranc-Plingent, mais il faut que ça débouche sur quelque chose. Il faut que il faut que ça ait un intérêt. Et donc, la troisième partie de cet exposé, c'est à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle classification lésionnelle et qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent? Alors, Andy Palmer était un génie. Il est toujours vivant, c'est un génie, car vous voyez la date, il avait déjà fait une représentation 3D du TFCC par l'arrière. Sauf que forcément, d'une part, les types traumatiques sont au nombre de 5, mais les types dégénératifs, il n'y en a qu'un. En fait, c'est le premier est descriptif en localisation et le deuxième, c'est une évolution d'un seul stade. Et que par la suite, il a été démontré par plusieurs auteurs qu'il y avait beaucoup de lésions qui n'entraient pas dans le cadre des lésions de la description de Palmer. Donc c'est quand même extraordinaire qu'on continue à voir dans la littérature une référence à cette description qui se voulait exhaustive des lésions du TFCC. On continue à faire référence à Palmer, alors que dans le même temps, on explique que ça ne remplit pas tout. Il y a eu depuis une explosion des descriptions. Une explosion. Mais premièrement, notez s'il vous plaît qu'elle est en 2D. Toutes les explosions ont été en 2D et qu'il n'y a pas eu quelque chose de complet. Il n'y a pas eu un nouveau Palmer. Et c'est donc ce qu'on a essayé de faire. Alors oui, regardez cette classification récente. Comment voulez-vous vous souvenir que c'est un U1, P2, P3? C'est trop difficile. C'est pas possible. Tant qu'on reste à l'anatomie classique, c'est pas possible. Il faut passer à l'anatomie arthroscopique pour décrire ces lésions. Donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas de classification. La variance ulnaire, Thomas, dont tu viens de nous expliquer qu'elle était si importante, n'est jamais considérée, alors que pourtant c'est l'essentiel. C'est pas parce qu'on a une variance ulnaire positive qu'on n'a pas le droit de tomber.
et de surajouter une lésion traumatique à quelque chose qui initialement est constitutionnel ou dégénératif. Donc, nous avons bâti, à partir de l'anatomie, nous avons bâti une classification la plus simple possible, euh, 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 basée sur enfin, faire correspondre l'anatomie et la pathologie. Alors, très simple, le disque, les rênes et le mur. Le disque d'abord. Nous, on connaît tous ça. Voilà le conflit cubito-carpien classique avec une languette. Il y a plusieurs sortes, mais c'est dégénératif, c'est le disque. Ça marche avec un ulna plus et on va pouvoir faire ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire wafer procédure. Voilà, comme ceci, en ayant le calibrage de la fraise, on sait combien on enlève, et ou alors un accourcissement de l'ulna, comme tu nous as bien expliqué. Alors à propos, je suis très content de la question qu'il y a eu, parce que à propos d'accourcissement de l'ulna, on pratique systématiquement l'incidence de Tomeno, qui a quand même été le premier à expliquer que si vous serrez le poing très fort en pronation, vous allez montrer qu'un ulna 0 est en fait un ulna plus. Et ça va permettre vraiment de poser des bonnes indications. On vient d'en parler avec Thomas. Alors, ça, c'est le D. Le D, c'est disque. On vient de dire disque dégénératif. Et maintenant, on est dans le disque traumatique. Ça, ce sont de petites lésions longitudinales, peut-être favorisées par un petit ulna long, qu'on trouve parfois dans des fractures du radius distal quand on les opère sous arthroscopie. C'est pas grave. Vous voyez, c'est longitudinal. De toute façon, on va rien y faire puisque c'est avasculaire. Donc, on va pas suturer ça. Et donc, on débride. Et donc, il y a une logique, pour une fois, à mettre dans le même sac, dans la même catégorie des lésions dégénératives du disque et des lésions traumatiques, puisque le traitement va être le même, avec ou sans décompression de l'articulation. Donc voilà pour le D. Il n'y a quand même pas plus simple, mais au moins on sait de quoi on va parler. Alors, les rênes maintenant. Les rênes, on va être dans du tissu vascularisé. Et là, c'est quelque chose qui va être traumatique exclusivement et qu'on va pouvoir réinsérer. Donc, ça devient même plus intéressant. Voilà, c'est le signe du crochet. À l'évidence, ce TFCC n'est plus inséré. Soit c'est évident par la radiocarpienne, soit vous avez besoin de passer par-dessous pour le voir, mais de toute façon, il n'est plus inséré. Donc il faut le refixer à l'endroit précis que nous avons vu, le petit endroit de la fovea qui fait que vous avez un ulna qui va tourner, se découvrir et revenir par une mécanique extraordinaire, mais il y a ce petit endroit d'une fixation très solide. Et alors on sait faire. C'est-à-dire qu'on sait. Alors, il y a plusieurs, on peut prendre des encres par-dedans, il y a plusieurs méthodes, mais voilà celle qu'on utilise. On passe deux points transosseux, c'est la culture de la chirurgie de la coiffe des rotateurs, et on attrape ce fil qui là est ici non résorbable et qui va être guidé par un matériel spécifique pour refixer cette fovea à l'endroit précis. C'est un malade que nous sommes avec Marion Burnier dans la salle à l'époque pour voir que la fixation donne un effet extrêmement satisfaisant sur la réparation de la fovea. Ce sont des opérations qui marchent très bien, c'est ponctuel et on refixe la fovea sur son empreinte. Regardez, alors ça, c'est encore plus intéressant de montrer l'effet positif. Vous voyez, le fil, on est à travers le trou de l'association d'une lésion dégénérative et traumatique, et on va même ajouter une fixation postérieure, c'est-à-dire que je commence progressivement à introduire l'idée qu'on peut avoir plusieurs sortes de lésions. Et pourquoi on n'aurait pas plusieurs sortes de lésions?
Nous connaissons tous cette fracture de la tête ulnaire, de la base de la tête ulnaire, qui en fait emporte le TFCC et qui va être donc déstabilisante. Vous avez mis votre plaque, vous avez une instabilité persistante, eh bien, vous fixez la styloïde ulnaire et ça résout le problème. Et si l'arthroscopie dans votre service n'est pas un événement, eh ben, ça vous prend 2 secondes d'aller mettre un arthroscope par technique sèche et d'aller vérifier que vous avez tout à fait corrigé l'instabilité potentielle. Vous pouvez avoir une forme dorsale qui est une fracture, vous pouvez avoir une forme antérieure. On ne va pas toutes les faire, mais dans le R est aussi mémotechnique. Il faut qu'une classification puisse se mémoriser facilement. Le R, on va réparer ou reconstruire, en tout cas si c'est réparable. Alors le W est un petit peu plus fourni en lésions. C'est un conglomérat de cas cliniques isolés qu'on a dans la littérature. Nous avons voulu que cette classification soit exhaustive. C'est pour ça qu'elles sont là. En pratique, je vais vous en montrer deux, la W1 et la W6. Et vous allez voir pourquoi. La W1, vous entrez dans la pièce, c'est un poignet droit, et vous voyez, la première à droite, vous voyez le détachement postérieur. Eh bien, c'est un autre malade, mais sur ce détachement postérieur, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de faire des points en matelas armés sur le plancher de ECU qui vont stabiliser la chose de manière tout à fait satisfaisante et éventuellement de les associer. Ça, c'est la lésion postérieure W1. Est-ce que c'est pas plus simple quand même de parler de W1 plutôt que de dire c'est la lésion périphérique postérieure, etc. L'avenir, il est aux algorithmes et aux choses qui caractérisent simplement les conditions. Alors, celui-ci, il est extraordinaire. Je vous le montre parce qu'il y en a un seul, j'en ai vu qu'un. Euh, il n'y a pas de signe du crochet. Mais vous allez voir, regardez à gauche, vous regardez vers l'antérieur et regardez, c'est une avulsion complète de cet épais ligament, cette épaisse lame ligamentaire entre le TFCC et le carpe. C'était la fin de la trajectoire d'une luxation radiocarpienne. Regardez le dégât considérable qu'il y avait en avant dans ce poignet, mais ce sont des raretés. Donc c'est pour ça que, bon, pour l'anglicisme, watch out. Et puis on va apprendre, parce que si on les regarde de manière stéréotypée de cette façon en arthroscopie, on va apprendre des choses progressivement. Les lésions combinées sont maintenant incluses. Regardez cette patiente, 39 ans, volleyball haut niveau. Elle a un ulna plus constitutionnel. Elle a un nouvel accident. Elle a un accident très net. Elle vient vous voir 1 an après son accident. Elle a un ulna plus, vous faites le bilan, vous arrivez à son arthroscopie et voilà, vous avez le signe, une lésion DD, mais vous avez aussi cet arrachement R1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire un accourcissement de l'ulna? Est-ce qu'il faut faire une réinsertion? Donc, on a choisi chez elle de faire une réinsertion R1 et un wafer, mais c'est pas elle a été très bien. Donc, voilà, c'est un très bon résultat, mais c'est pas évident. Donc, ce sont des choses que nous devons discuter dans le futur. Cette classification est un outil, ça n'est pas un aboutissement ou quelque chose de dogmatique, c'est un outil de travail avant tout. Mais là, je sais pourquoi cette patiente a eu ce traitement et je peux apprendre de son résultat pour avoir la rétrospective de ce qui a été fait. Est-ce que c'est fréquent, ces lésions associées? Ben regardez, près de 40% de lésions associées. Vous avez vu dans la littérature des descriptions de lésions associées? Non, il n'y a pas un mot. On se centre sur la lésion, parce que ça c'est confortable, ou sur sa technique, et on fait la série et on donne des conclusions. Et donc c'est la première fois qu'on peut
parler des lésions associées, et c'est particulièrement critique dans l'association de lésions dégénératives et traumatiques, car ça pose vraiment des difficultés d'indication entre wafer, réinsertion ou raccourcissement. Donc, voilà une première conclusion de ce petit exposé qui est de dire que nous sommes passés d'une description arthroscopique de l'anatomie qui n'existait pas à une tentative de nouvelle classification la plus exhaustive possible, mais que vous pouvez tout à fait simplifier en enlevant ce qui est rare. Et puis, j'aurai une deuxième conclusion de remerciement de mes trois collègues et de la grande joie qu'on a eue de vous présenter notre vision de la pronosupination chirurgicale et de toutes les avancées qu'il peut y avoir. Avancées certes technologiques, mais nous avons le désir, et c'est ça aussi l'axe Luxembourg-Lyon, nous avons le désir de rester sémiologique, humain et mécanique, et de ne pas transformer la chirurgie uniquement en technique. Je vous remercie. Bravo, c'était extrêmement pédagogique. Vous nous avez montré toutes les avancées, mais comment vous voyez le futur à 10 ans de votre spécialité? C'est quoi qui va nous révolutionner la chirurgie du poignet? Eh bien, il y aura certainement une participation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une première réponse facile. Ça n'engage personne et que pourquoi pas. Non, je pense qu'il faut rester simple et ne pas partir dans des considérations technologiques futuristes. Je crois qu'il y a déjà un gros travail à faire d'analyse des patients. J'ai dit tout à l'heure que il y a encore beaucoup de patients qui sont soit pas examinés du tout en consultation, je vois passer des patients qui me le disent, soit donc il faut les examiner, il faut leur parler, y compris les urgences. Et deuxièmement, il faut aussi inclure des fiches qui soient exhaustives. Il faut arrêter de revoir des patients sans inclure la force, en particulier de pronosupination, et en particulier quand on parle de la radio ulnaire distale. Il faut vraiment garder à l'idée cette charnière anatomique par rapport à l'axe fonctionnel qu'on utilise tous les jours. Et là, il y a vraiment, même cette mesure de la force à la consultation, c'est un balbutiement. Donc, je le verrais déjà humblement comme une incitation à mieux colliger les données et mieux les analyser. Parce qu'alors là, on a tous les outils pour le faire informatique. Pour compléter ce que tu dis, on parle beaucoup de patient-specific instrumentation, mais il y a avant effectivement la patient-specific analysis. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de matériel dédié aux patients par l'analyse 3D ou autre. Mais il faut avant qu'on ait une bonne analyse et un diagnostic précis. Parce que on sait que si on fait un arthroscanner ou une IRM à tous les patients de plus de 50 ans, on peut avoir jusqu'à 50% de lésions du ligament scapulaire. Donc, combien de patients on voit arriver avec un sac d'arthroscanner et d'IRM? On m'a diagnostiqué ça, scapulaire étant là, et ils ont mal sur le bord ulnaire de leur poignet. En réalité, ce n'est pas forcément leur lésion scapulaire qui les met en incapacité, mais plutôt une autre lésion qui n'a pas forcément été vue. Alors, nous sommes très contrariés avec le docteur Burnier. Nous avons publié un score du poignet pour commencer, qui bien sûr inclut la pronosupination, un score du coude et un score de l'épaule qui est encore confidentiel, qui est tout simple, hein, ça collige des données de base, ça les met juste en ordre. Et vous tapez au fur et à mesure extension, temps, etc. Et vous avez le radar qui s'allume qui s'inscrit automatiquement. Et ça ne prend pas. Ça prend pas. On va dans tous les pays du monde pour parler de ça. Personne ne l'utilise. Et pourquoi?
Pourquoi? Mais parce que c'est très simple. On a la chance d'avoir été inculqué, d'avoir toujours une assistante avec nous pour saisir les données du patient live. Vous ne pouvez pas à la fois examiner correctement un poignet, un coude ou une épaule et en même temps prendre des notes. C'est matériellement impossible. Il faut avoir quelqu'un avec soi. Et ce n'est pas du tout la direction que nous donnent nos tutelles d'une manière générale. Et il se trouve que j'ai été biaisé. Moi, je n'ai pas réalisé ça, mais j'ai une assistante qui assiste à toutes les consultations, qui connaît tous les malades et qui est en face et qui note au fur et à mesure. Et on voit le radar s'allumer et on dit au patient, ben, votre poignet, il vaut 53%. Et c'est extraordinaire, mais c'est parce que c'est biaisé, c'est parce que j'ai cette chance d'avoir comme intelligence artificielle, bien mieux qu'une intelligence artificielle, une personne de qualité. Et il faudrait peut-être aussi soulever cette question et consulter à deux. Malheureusement, j'ai bien peur que dans le monde entier, les chirurgiens consultent tout seuls. Et il y aurait aussi, parce que je suis expert auprès du tribunal, et il y a un aspect médico-légal qui paraît aussi très intéressant d'avoir un témoin de ce qui se passe dans l'espace sacré de la consultation. Enfin voilà, voilà donc c'est rien de futuriste pour vous répondre. C'est très intéressant. En fait, quand vous parlez d'intelligence artificielle, elle n'est possible que si elle est alimentée par des datas. Oui. Alors, des datas, on en a des milliards. Hein, on a des milliards de datas médico-économiques. Hein. Base du PMSI, on est très fiers d'avoir la plus grande base du monde. Bon. Mais en ce qui concerne les datas cliniques, et c'est exactement ce dont vous parlez, il n'y a que les médecins pour alimenter les datas cliniques. Et donc, il y a cet aspect de récupérer les data cliniques à la consultation. Et puis, il y a cet aspect aussi de les transmettre à ceux qui savent faire de la recherche clinique. Il y a d'excellents chirurgiens qui ne font jamais de recherche clinique. Ça ne les intéresse pas. Bon. Mais pour autant, ces datas-là, ils accumulent tous les jours. Ils sont jetés à la poubelle parce qu'ils ne servent à personne. Ça se termine dans un compte-rendu opératoire qui n'est pas transmis à d'autres collègues qui, eux, sont capables d'accumuler des datas et de qualité et d'en faire des études comme vous le faites, qui font avancer les choses pour les patients. Voilà, data de qualité et non pas data. Non, mais ça veut dire aussi que ces datas qui sont construites par des gens qui savent faire de la recherche clinique et qui demandent des datas de qualité, dont votre truc triangulaire, là. Vous voyez, oui. Si je peux me permettre l'expression. Oui, je vous en prie. Mais moi, je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a dans vos pathologies, est-ce qu'il y a des métiers à risque, des activités à risque? Oui, bien sûr, tout ce qui fait faire de la pronation, le judo par exemple, tous les sports d'haltérophilie, et puis les métiers aussi, les métiers où on vise, où on dévise beaucoup, les métiers, et puis il y a les accidents de la vie domestique ou de la vie sportive. Il y a l'exposition, et c'est par ça que nous avons commencé en réalité, l'exposition de la RUD et du TFCC, puisque maintenant on peut prendre les acronymes, aux accidents est énorme. L'exposition, la vulnérabilité de cette articulation est saisissante quand même. Pour sa taille, c'est incroyable. Guillaume. Alors elle est complexe, monsieur le vice-président, elle est complexe, mais je n'aime pas le mot complexe. Je pense qu'il faut qu'on simplifie les choses pour les comprendre. Parce que le mot complexe, oui, c'est obscur, complexe. Il faut simplifier. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans ce travail. Guillaume, je voulais vous remercier d'avoir organisé cette séance. Vous êtes modeste, parce qu'il faut rappeler d'où on vient tous ensemble. Rappelez-vous, dans les années 80, on traitait les fractures de l'épiphyse du radius, et alors personne ne s'occupait de la radio cubitale inférieure.
J'ai été un des tout premiers à écrire un chapitre fracture et radio-cubitale inférieure en 80. Et vous avez vu que la littérature s'est complétée petit à petit. Et on y est allé très progressivement. Rappelez-vous, au début de l'arthroscopie du poignet, on faisait 80% d'arthroscopie diagnostique. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas l'imagerie moderne de l'IRM ou de l'arthroscanner à de bons niveaux. Et c'est en accumulant tout ce que vous avez vu et surtout évalué, et la sémiologie, comme vous l'avez fort bien développé, qui nous a permis de progresser. Or, si vous voulez, ce cheminement, il a demandé 20 ans, 30 ans. Et là, cette séance d'aujourd'hui est très importante. Et c'est pour ça que personnellement, moi, je réclame qu'après des séances comme celle-ci à l'Académie de chirurgie, il faut l'écrire. Parce qu'on zappe sur YouTube après, mais on aime bien avoir du papier avec le contenu détaillé de ce que vous avez fait comme point de vue classification. Donc, il faut revenir tous les ans, Guillaume, avec votre équipe, avec nos élèves, pour montrer que le cheminement est indispensable et qu'il faut une méthodologie qui passe également par la biomécanique. On a un gros défaut encore en orthopédie, on n'enseigne pas assez la biomécanique qui nous permet souvent de trouver la solution. Merci en tout cas. Merci, monsieur. Est-ce que vous pouvez passer la toute dernière diapo de mon deuxième exposé? C'est juste une diapo, il n'y a pas de... La toute dernière, si vous pouvez. Voilà. Bien, merci. Celle-ci. Je manque à tous mes devoirs. Je voulais rappeler, merci. Je voulais rappeler avec ces magnifiques sculptures de Rodin qui illustrent aussi la pronosupination, le livre que vous avez édité il y a longtemps dans le domaine avec cette grande main crispée et puis la plupart des sculptures où l'on voit à la fois donc l'art et la biomécanique. Donc, pardon, je voulais vous rendre hommage par cette diapositive finale. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Ah, je voudrais te féliciter. C'est extraordinaire. Et c'est la première fois que j'entends qu'on parle de quelque chose que je connais par l'examen, mais pour lequel je n'ai pas de réponse, c'est-à-dire ce que j'appelle la dénivellation ulnocarpienne, qui est classique, enfin qu'on rencontre couramment dans la polyarthrite qu'on rencontrait, mais je pense que dans le cas clinique, dans mes explorations et mes examens cliniques, je le retrouvais de temps en temps, mais j'avouerai que je ne sais jamais essayer de m'aventurer à le corriger. Et donc ma question est, est-ce que tu peux nous dire où est la lésion quand on est dans une situation en particulier post-traumatique? alors, en principe, il y a trop peu de cas pour donner une réponse absolue, mais en principe, c'est un indice que quelque chose se passe entre le carpe et donc le TFCC, et que c'est donc une lésion plutôt antérieure du type d'une avulsion du complexe ligamentaire ulnocarpien. Merci. Alors, voilà, alors là encore, voilà une digression sur l'examen clinique. C'est quelque chose qu'on voit en prenant les deux poignets du patient. Il faut être sur une petite table, un patient assis devant soi. Il y a une technique pour examiner les poignets et on les regarde par le bout comme ça et on voit très bien une partie d'un côté, le carpe qui chute. Les anglo-saxons appellent ça le ulnar sag. Et on voit très bien ça par l'examen clinique. Et on le retrouve dynamiquement, de façon dynamique. Plus ou moins réductible, oui. J'en ai relevé, mais justement, je dirais que ça se retrouve aussi cliniquement, soit statique, mais également dynamique, en le recherchant, cette instabilité, ce que j'appelais la dénivellation ulnocarpienne, et qui, mais pour moi, c'est resté une lésion sans
correspondance anatomo-lésionnelle. Oui, parce que c'est pas en faisant des IRM et des arthroscanners qu'on apprendra à ce propos. C'est en faisant des arthroscopies qui nous donneront justement l'aspect dynamique. Je pense que c'est important que quand il y a un cas qui se révèle dans une pathologie, de l'explorer et de nous informer. Parce que Voilà, enfin, ça sera une avancée énorme pour moi. c'est une proposition d'orientation, d'analyser les choses, mais c'est un outil, encore une fois, hein, c'est pas plus qu'un outil. Malheureusement, j'ai pu. Merci de votre commentaire, en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Puisque là, je fais à la fois le modérateur et l'orateur, mais c'est avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Ou des questions par Internet? Très bien. Donc, Madame la Présidente, doit-on clore la session, Monsieur le Vice-président? Oui, je voulais vous remercier une nouvelle fois. Bravo à la jeune génération, hein. On a été séduits par ce que vous avez fait. Bravo pour la qualité, la pédagogie, le retour à l'humain, l'examen clinique. Ça nous fait plaisir à l'Académie, hein. C'est un peu notre ADN aussi. Bravo d'avoir été là et on rejoint Monsieur Merle pour proposer une nouvelle session dans un an sur le même thème. Et je Merci propose que beaucoup. la session soit suspendue. Merci.